Bonjour. Existerait-il des complotistes sans comploteurs? Et puis un autre concept, la germination des mots. La germination des mots, à savoir l'ensemble des phénomènes sociétaux par lesquels un mot se développe et donne naissance à un sens nouveau, voire à un autre mot, est-elle un signe des temps, une dérive ou la conséquence de l'avènement du contre-pouvoir multiforme que représentent les réseaux sociaux? Le confinement, bien évidemment. C'est un mot à germination fulgurante et au sens modifié. Qui aurait pu imaginer que cet état d'enfermement quasi intime pouvait s'appliquer à une population complète? Plus que cela, à un tiers de la population mondiale. Les groupes de mots, eux aussi, germinent. Prenons par exemple liberté d'expression. A priori, le terme de liberté ne s'accommode pas de l'imitation, pas davantage que celui d'expression. Pourtant, l'association des deux donne lieu à des amoindrissements de leur territoire en fonction de l'environnement, du lieu sociétal où ils s'exercent, et plus encore en fonction de l'époque. Si nous nous en tenons à ces deux seules expressions sémantiques, confinement, liberté d'expression, et si nous poussons la curiosité jusqu'à les associer, nous obtenons alors une germination curieuse. Confinement et liberté d'expression ont donné récemment naissance à deux fruits n'appartenant pourtant pas à la même branche, pas même au même arbre, complotiste, comploteur. En vérité, seul le mot complotiste a fleuri instantanément d'un bourgeon bienveillant, celui de rassuriste. Les termes de négationniste et de collaborateur trouvant eux une deuxième naissance, mais finalement pas de modification sensible depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est qu'avec le documentaire Hold Up de Pierre Barneraas que la germination se ramifie pour accoucher de comploteurs et de complotistes. Il fallait s'y attendre. Les contraires s'attirent, s'aimantent, sans doute parce qu'ils s'auto-justifient. À trop crier au loup, celui-ci arrive. À trop crier aux complotistes, les comploteurs sévissent. Le complot, le mot en tout cas, a eu ses heures de gloire durant la Révolution française. À partir de la fuite avortée de Louis XVI à Varennes, en juin 1791, la Révolution s'accélère et les accusations de complot fusent, de plus en plus nombreuses et variées, aussi sottes que grenues que fondées. Parfois, les conservateurs auront beau chercher des raisons politiques à la fuite du roi pour soutenir qu'il a été enlevé, l'opinion publique refuse d'y croire. Les thèses du complot fleurissent. Personne n'est épargné par les complotistes. Les aristocrates, le clergé, mais aussi le nouveau pouvoir, l'Assemblée nationale. Mais si les complotistes rallient le plus grand nombre et gagnent en crédibilité, c'est que le complot originel est démontré. Le roi s'est bel et bien enfui dans le plus grand secret afin d'organiser la contre-révolution avec l'aide de l'étranger. La confiance est rompue. Et c'est bien de cela que se nourrissent les théories du complot. Quelques députés épars continueront de défendre l'idée d'une monarchie constitutionnelle, mais ils perdront de l'influence avant de perdre la tête. L'abolition de la monarchie sera inéluctable. La fuite avérée de Varennes a suscité des vocations. Les chasseurs de complots se multiplient comme des cueilleurs de champignons qui ramassent tout et n'importe quoi et qui inévitablement jettent le panier regorgeant de vénénosité. Quand un mensonge d'État éclate au grand jour, cela constitue pour l'opinion publique la preuve de l'existence de tous les complots. Pire, que les comploteurs se cachent dans les arcanes du pouvoir. La perte de confiance d'une population envers ses dirigeants est mère de tous les complots. L'épisode de Varennes, qui a mis à mal la confiance du peuple envers le roi, tout comme le mensonge concernant les masques sanitaires, a fracturé la crédibilité de tout un gouvernement. Les médias, balbutiant en 1791, quelques feuilles de papier polycopiées et quelques déclameurs de taverne s'emparent de l'aubaine. Puisque les chasseurs de complots se passionnent à la moindre rumeur, il convient de leur en vendre. À la Convention, Marat dénonce sans relâche les complots. Dans la mythe du peuple, il écrira, avant d'en être lui-même victime, une phrase d'une modernité prophétique. Écoutez. Les complots et les conspirations se multiplient d'une manière effrayante. À peine s'écoule-t-il 8 jours sans quelque explosion nouvelle. Tant que les conjurés ne seront pas abattus, les conjurations n'auront point de terme, et à force de tramer contre la liberté publique, ils parviendront enfin à l'anéantir. Sur l'arbre à Covid, les complots fleurissent. Mais qui donc a planté la première graine? Cette graine minuscule d'un mensonge d'État qui a germé bien au chaud sous un masque, ou plutôt sous une absence de masque, puis a généré un arbre qui est devenu une forêt. Il y avait bien un complot quelque part, puisqu'au plus haut niveau de l'État, on a menti, puis échafaudé d'autres mensonges de plus en plus gros
pour dissimuler la jeune pousse. Et ainsi de suite, il s'est développé une germination exponentielle accouchant d'une quantité incontrôlable de comploteurs et de complotistes. Alors forcément, les complotistes ont bien raison de remuer la terre sur des hectares pour y dénicher quelques truffes. Parce que des truffes, même rares, en grattant bien, on finit toujours par en trouver. Parfois, il n'est même pas besoin de gratter longtemps. Des perles de complot improbables semblent affleurer obscénément du sol, discréditant les véritables conjurations. C'est peut-être la raison de ce brouillard. Les relations d'amour et de haine entre complotistes et comploteurs ont une dimension quasi mystique dans l'irrationalité, au point que l'on peut raisonnablement s'interroger s'ils n'appartiennent pas au même camp, tant leurs objectifs sont similaires. L'histoire de notre civilisation a toujours connu les uns comme les autres, donnant l'occasion à quelques hommes providentiels d'asseoir leur légende. Machiavel, Tocqueville, Disraeli, Alexandre Dumas ont probablement écrit leurs plus belles pages de théorie complotiste en s'appuyant sur des complots avérés. Dénoncer les complotistes comme le fit Cicéron dans ses Catilinaires, une série de discours prononcés en 63 avant Jésus-Christ alors qu'il était consul, pour mettre en lumière la conjuration bien réelle de Catilina contre la République romaine. N'était-ce pas également un complot afin de prendre le pouvoir? L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et de son épouse, le 28 juin 1914, à Sarajevo, est l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. Mais ça peut être vu également comme un complot pour refonder le monde. Cet attentat eut notamment pour conséquence la chute des empires austro-hongrois, allemands, russes et ottomans, la formation de l'URSS, mais fut également la justification de la Deuxième Guerre mondiale et de l'Holocauste. Les complotistes devenant eux-mêmes des comploteurs et vice-versa. L'histoire regorge de comploteurs, de théoriciens du complot et de leurs adorateurs respectifs. À l'aune de la communication universelle des réseaux sociaux, comploteurs et complotistes ont atteint une germination universelle. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qui des complotistes ou des comploteurs complotèrent le premier? Je n'ai pas la réponse. Vous l'avez, vous? Au fait, nous sommes au musée de la Cour d'Or à Metz. Merci.